Notre génération, on a fait exactement ce qu'on nous a dit de faire. Les études, le diplôme, le CDI. Certains d'entre vous ont peut-être même une voiture de fonction, sont déjà peut-être propriétaires de leur appartement. Et tout ça, tous ces artifices-là, c'est ce qu'on appelle une belle vie aujourd'hui. Et pourtant, à la fin du mois, il y a quelque chose qui cloche. T'as pas l'impression de construire quelque chose, t'as l'impression de juste tenir. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu as ce sentiment-là et pourquoi nous subissons ce que la génération de nos grands-parents nous a légué, avec des chiffres et avec ce que moi j'ai personnellement vécu. Parce que j'ai été exactement là où tu es. Et je vais commencer par un truc qui paraît banal, la propriété. L'appartement, le rêve qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est gamin. T'as un appart, t'as réussi. Ok, on va regarder ça un peu plus de près. Ton père, voire même peut-être même ton grand-père encore, il bossait, il mettait de côté et avec le salaire de l'époque, il pouvait se permettre quelque chose de correct. Un appartement, une maison et en fait il construisait un patrimoine. Ça, c'était les règles du jeu qu'on nous a transmises. Bosser permettait de construire quelque chose. Ce qui paraissait logique, non? Sauf que personne nous a dit que les règles avaient changé entre-temps. En 1970, un ménage moyen en France pouvait s'acheter entre 70 et 100 mètres carrés avec son salaire. Pas un palace, ok, mais un logement décent, familial. Et c'est l'INCE qui mesure ça depuis des décennies. Aujourd'hui, le même ménage moyen avec le même effort financier peut s'acheter entre 30 et 45 mètres carrés. Alors attends, on va refaire le calcul ensemble. En 50 ans, le pouvoir d'achat immobilier a été divisé par deux pour le même effort, pour la même proportion de salaire investi. T'achètes 2 fois moins. Point. Et c'est pas parce qu'on dépense trop en resto ou en vacances, c'est juste structurel, mathématique. Entre 1998 et 2020, les prix des logements ont progressé 3 fois plus vite que les revenus des ménages. 3 fois, hein, pas le double, 3 fois. Et c'est la CGEDD, l'organisme public qui suit l'immobilier français depuis les années 60, qui publie ces chiffres. Donc mécaniquement, même si tu es rigoureux, même si tu économises correctement, même si tu fais les bons choix, tu cours après quelque chose qui accélère plus vite que toi. Et le pire dans tout ça, t'as même pas conscience du sacrifice réel que tu fais pour juste t'approcher de ce truc. Parce que le logement, c'est devenu une charge qui mange tout le reste. Dans les années 60, les Français consacraient environ 10% de leurs revenus au logement. Aujourd'hui, c'est 23% d'après les chiffres de l'INCE. Et encore, j'estime que 23% est un chiffre encore très bas pour ce qu'on subit nous actuellement, car aujourd'hui, on doit dépenser minimum un tiers, voire même la moitié des revenus pour pouvoir avoir une habitation correcte. En soi, ça a l'air d'un pourcentage, mais en réalité, c'est juste ce que tu vis actuellement. C'est les soirées que tu ne te permets pas, les voyages que tu repousses, les projets que tu mets en attente, le couple qui prend des tensions parce que la pression financière est permanente. Et on te dit que tout ça, c'est normal, que c'est comme ça que ça fonctionne, que tes parents avaient les mêmes sacrifices, que tes grands-parents surtout avaient les mêmes sacrifices. Mais non, ils n'avaient pas les mêmes sacrifices que nous. Eux, ils couraient sur un terrain plat, tandis que nous, on doit courir en montée. Et on nous a jamais dit qu'on avait vraiment changé de terrain. Et ce que ça veut dire concrètement, que si tu es salarié aujourd'hui, locataire dans une grande ville et que tu as l'impression de bosser beaucoup pour des résultats qui ne correspondent pas à l'effort, en réalité, t'as pas tort. T'as pas de problème de discipline ou de gestion d'argent. Tu joues juste avec un jeu dont les règles ont changé, dont personne t'a informé. Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Maintenant que tu le sais, t'as le choix de faire quoi avec cette information-là. Parce que avant de décider, écoute jusqu'à la fin et pense à t'abonner. Parce que l'immobilier, c'est que le premier problème. Car derrière ça, pendant que tu cours après un appart, que le marché te rend inaccessible aujourd'hui, tu es aussi en train de cotiser pour une retraite qui ressemblera à rien de ce qu'on t'a promis. Le contrat qu'on signe sans jamais avoir signé quoi que ce soit. Depuis le premier mois où tu as touché un salaire, une partie part automatiquement. Chaque mois, sans que tu aies eu le choix, sans qu'on t'ait demandé ton avis. On t'a dit clairement que c'était pour ta retraite, que le système allait s'occuper de toi, que si tu bossais toute ta vie, à la fin, tu aurais quelque chose. Et je pense que c'est peut-être le mensonge le plus cher qu'on nous a jamais vendu. Laisse-moi te montrer pourquoi. Dans les années 70, le système de retraite français fonctionnait sur un principe simple. Les actifs d'aujourd'hui paient pour les retraites d'aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, il y avait quasiment 4 actifs pour financer la retraite d'un seul retraité. En réalité, c'est 3,8 pour être précis. Donc presque vraiment 4 personnes qui travaillent pour soutenir une seule. Donc en vrai, le système, il était solide à l'époque. Et c'est la sécurité sociale elle-même qui publie ces chiffres-là. Aujourd'hui,
on est à 1,7 actifs pour une seule personne à la retraite. Alors, je te laisse ça rentrer une seconde dans ta tête. 1,7 personnes pour un retraité. On est passé de presque 4 personnes qui portaient le système à moins de 2 en 50 ans. Et selon les projections du COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, l'organisme créé par l'État pour surveiller exactement ça, on sera à 1,4 actifs pour un retraité en 2070. C'est inconcevable. Ce système, en fait, il a été conçu pour un monde qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais. Mais personne n'a changé de contrat. On continue de te prélever, on continue de te promettre une retraite, et la seule chose qui change, c'est qu'on repousse l'âge de départ à chaque réforme. 60 ans, 62, 64 ans. Demain, ça va être 67, puis peut-être 70 ans. Parce que mathématiquement, aujourd'hui, c'est la seule façon de faire tenir un système qui n'a plus les ressources humaines pour fonctionner comme prévu. Mais il y a encore pire derrière tout ça parce qu'il y a les montants. Pour la génération née dans les années 40, tes grands-parents, par exemple, ou tes parents actuels, la pension va représenter ou représente déjà environ 79-80% de leur salaire à peu près. Donc c'est pratiquement ce qu'ils gagnaient, donc en fait ils prennent une retraite en perdant quasiment rien en termes de confort et de niveau de vie. Pour ta génération, pour la mienne, donc pour ceux qui vont être à la retraite dans les années 70, la pension devrait représenter 45% du revenu d'activité. Pas 80-79%, hein. 45% moins de la moitié des revenus en tant qu'actifs. Donc en gros, ça veut dire quoi? Tes grands-parents prennent leur retraite et vivaient presque pareil qu'avant, toi et moi. On va passer notre vie entière à cotiser pour percevoir moins de la moitié de ce qu'on gagnait. Et en attendant, entre aujourd'hui et ce moment-là, bah, tu vas travailler jusqu'à tes 64 ans minimum, si ce n'est pas 67 ou 70 ans. Dans un travail qui peut changer du jour au lendemain, dans une entreprise qui peut te licencier à n'importe quel moment, dans une économie qui peut se retourner avec zéro garantie que les règles ne changent encore 2 ou 3 fois d'ici là. Donc on va faire un gros résumé de tout ce que je viens de te dire. Tu cotises toute ta vie, le ratio de personnes qui financent le système s'effondre, l'âge de départ recule à chaque réforme, et la pension que tu vas toucher au bout représentera moins de la moitié de ce que tu gagnais. C'est ça le contrat qu'on t'a fait signer sans demander ton avis? Bah ouais. Il dit pas tout ça pour te faire peur, je te dis ça parce que pendant des années, moi aussi j'y ai cru. J'y ai cru à ce système qui allait nous aider. J'ai cru que ce système-là allait s'occuper de moi. Que si je bossais bien, que je cotisais régulièrement, que je faisais les choses dans l'ordre, il y aurait quelque chose au bout. Et le jour où j'ai vraiment regardé ces chiffres en face, j'ai compris une chose. Attendre que le système tienne ses promesses, c'est le pari le plus risqué que je pouvais faire et que tu puisses faire aujourd'hui. Parce que le système, c'est pas les impôts, c'est pas les politiques, c'est juste du calcul démographique. Et le calcul, il ment pas. Moins de jeunes, plus de personnes âgées, donc moins d'argent à distribuer, et c'est pas une opinion, hein, c'est des maths, c'est aussi simple que ça. Et en plus, si l'immobilier t'empêche de construire un patrimoine aujourd'hui, la retraite qui t'empêche d'en avoir un demain, bah en fait t'as les deux vannes qui sont complètement fermées en même temps. Et le pire dans tout ça encore, c'est que c'est pas terminé parce qu'il y a encore un troisième étau. Celui que tu ressens tous les jours, chaque fin de mois, mais dont t'arrives toujours pas à expliquer la source. Et celui-là, c'est, je pense, le plus pervers des trois parce que les deux premiers, l'immobilier et la retraite, t'as peut-être réussi à dire, ouais, mais c'est le système, c'est macro, c'est pas directement moi, tu vois. Ce troisième-là, lui, il est différent. Tu le vis chaque fin de mois, dans ton compte bancaire, dans ta tête, dans ton corps. On parle des salaires. Et surtout de ce que tu peux réellement faire avec. En 2022, l'inflation en France a atteint 5,3% et en 2023, 4,9%. Du jamais vu depuis les années 80 d'après les chiffres de l'INCE. Et pendant cette période, l'énergie, l'alimentation, les assurances, les abonnements, tout a explosé en même temps. Et les salaires, eux, ah oui, ils ont bougé, certes, hein, mais carrément pas au même rythme. Et ce sera jamais au même rythme. Donc, mécaniquement, tu as perdu du pouvoir d'achat sans que personne ne t'ait rien pris directement. Et c'est ça le truc le plus vicieux. Parce que t'as pas eu une réelle baisse de salaire sur ta fiche de paie, c'est exactement le même chiffre, voire même un petit peu plus. Mais le problème, c'est que ce que tu peux t'acheter avec ça a largement diminué, sans que personne te le dise clairement. Et là, on arrive au vrai problème, celui dont on parle jamais vraiment. Quelle est la solution logique quand tu as l'impression de ne pas avancer assez vite financièrement? Bosser plus, prendre des heures supplémentaires, décrocher une promotion, chercher un meilleur poste, optimiser, s'améliorer? C'est ça qu'on t'a appris à faire depuis toujours. Si ça marche pas assez, c'est que t'as pas assez fourni. Travaille plus, sois meilleur, mérite plus. Sauf que ce raisonnement-là contient un bug fondamental. Parce que pendant que tu bosses plus pour gagner plus, tu dépenses aussi plus.
que ce soit en énergie, en santé mentale, en vie sociale sacrifiée, en relations qui prennent du plomb, et même financièrement, parce que qui dit plus de revenus, dit souvent plus de charges, plus de pression, plus de train de vie à maintenir. Et donc tu te retrouves facilement dans une situation où les deux seules options disponibles sont carrément mauvaises. L'option numéro 1, tu maintiens ton niveau de vie actuel, mais pour ça, tu dois tout donner au boulot. Ton temps, ton énergie, ta santé mentale. Tu sacrifies tout ce qui la rend vivable pour conserver un confort qui lui-même reste insuffisant au regard de ce que tu as investi comme effort. L'option numéro 2, tu ralentis. Tu réduis la pression, tu essayes de souffler. Mais le problème, c'est que ta situation financière se dégrade. Et le stress de voir les chiffres descendre remplace le stress de bosser trop. Tu as juste en fait changé de type de souffrance. Dans ce cadre-là, il n'y a carrément pas de porte de sortie. Et le truc, c'est que le système, lui, il est hyper fort pour te faire croire que c'est toi le problème. Que t'as pas les bonnes compétences, que t'as pas choisi le bon secteur, que t'as pas été assez discipliné. Il individualise quelque chose qui est structurel. Parce que, en fait, si t'arrives à croire que c'est ta faute, tu vas continuer à chercher des solutions à l'intérieur même du même système qui crée en fait ces problèmes-là. Plus de formation, meilleur poste, meilleure gestion, et en fait tu tournes toujours en rond parce que tu restes toujours dans cette même spirale. En fait, la vérité, elle est beaucoup plus simple et plus brutale que ça. Notre génération est la première à devoir travailler autant que ses parents pour vivre bien moins qu'eux. À confort égal, à effort égal, on s'en sort moins bien. Parce que l'immobilier a doublé en coût relatif, parce que la retraite rapportera 2 fois moins, parce que les charges fixes ont explosé sans que les salaires suivent, les 3 vannes sont complètement fermées en même temps. Et bosser plus dans ce cadre-là, c'est juste s'épuiser plus vite pour arriver au même endroit. Et moi, de mon côté, j'ai mis du temps à formuler tout ça clairement. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi le problème. Et du coup, laisse-moi un petit peu te parler de ma vie il y a pas si longtemps, il y a quelques années. Parce que tout ce que je viens de te décrire, les chiffres, les systèmes, les taux qui se resserrent, j'aurais pu te le lire dans un rapport, mais moi personnellement, je l'ai vécu dans ma chair et je pense que c'est ça qui va te parler vraiment. À l'époque, j'avais un CDI, un très bon salaire, une voiture de fonction, un appartement dont j'étais propriétaire. Et en fait, si tu regardes ma vie de l'extérieur, sur le papier, sur Instagram, dans une conversation de famille, on aurait vu quelqu'un qui avait carrément réussi. Quelqu'un qui avait joué le jeu et qui avait gagné. Et sur ce point-là, je vais être honnête avec toi, j'y croyais à 200%. Vraiment, j'y croyais moi-même. Et pendant longtemps, j'ai pensé que ce que j'avais construit était la preuve que j'avais bien fait les choses. Le CDI, c'était la sécurité. La voiture, c'était la réussite visible. Et l'appart, c'était le patrimoine. Tout était en ordre. Sauf qu'en fait, personne ne voyait ce que ça coûtait vraiment. Pas en argent, mais en vie, en temps qualitatif. Les amis que je voyais de moins en moins, parce que les soirées, les week-ends, les voyages, il fallait gérer. Fallait pas trop dépenser, il fallait rester disponible pour le boulot lundi. T'arrives à un moment où t'annules tellement de trucs, en fait, les gens, ils arrêtent de t'inviter. Hein. Pas par méchanceté, en fait. Hein. Juste parce qu'ils savent que t'es trop occupé. Et t'es là, dans ton appart correct, avec ta voiture de fonction garée en bas, et en fait, t'as plus grand monde autour. Mais dans tout ça, le truc qui m'a vraiment coûté le plus, et celui que j'ai encore un peu de mal à raconter aujourd'hui, c'est ma relation amoureuse qui a carrément failli éclater à cause de ça. Pas parce qu'on ne s'aimait plus, pas parce qu'il y avait un problème entre nous deux, mais parce que la pression autour de mon job et de ce que je devais investir, le stress permanent, l'épuisement, en fait, ça rentre tout ça dans un couple sans que tu te rendes compte. Et le pire dans tout ça, c'est que ça s'installe progressivement. Un soir de trop où t'es pas vraiment là, une conversation sur l'avenir qui tourne en tension parce que les deux ont peur mais que personne ne le dit franchement, un projet qu'on reporte encore et encore parce que c'est pas le bon moment. Et en fait, un jour, tu regardes autour de toi et tu réalises le truc, c'est que tu as sacrifié toute ta vie sociale, tu es en train de sacrifier ta relation, ta santé mentale. Pourquoi exactement? Pour vivre correctement, décemment comme nos grands-parents. Eux qui bossaient moins, qui ont des retraites correctes aujourd'hui et qui peuvent s'acheter une maison en simplement 10 ans. Alors que toi, tu as tout donné et tu as obtenu le même résultat qu'eux, au prix de 2 fois plus. Et c'est là qu'en fait tout ça, ça m'a frappé en plein fouet parce que j'ai compris que j'étais dans un piège en fait un petit peu sans issue. C'est pas un piège dans la tête, c'est vraiment un piège qui est réel et qui est concret, mathématique, que les 3 vannes dont je t'ai décrit, les 3 problèmes qu'on vient de voir, décrivent parfaitement. Et en fait, si je continue en fait à tout donner, à maintenir ce niveau de vie, je perdais carrément ma santé, mes relations, ma joie de vivre, et je devenais le mec qui a tout sur le papier, mais en fait carrément plus rien dans la tête. Et le truc, c'est que si je commençais à ralentir, si je respirais un peu, la situation financière pouvait se dégrader, et le stress d'un compte qui descend, c'est pas moins violent que le stress d'un boulot qui t'écrase, tu vois. C'est juste en fait une autre forme de souffrance, d'étouffement, disons.
Donc, dans les deux cas, dans ma situation, je perdais quelque chose d'essentiel. Et je me souviens d'un soir, je vais pas te donner tous les détails, hein, parce que c'est ma vie privée, c'est des choses qui appartiennent à ma vie privée, c'est normal. Mais je me souviens d'un soir où j'étais assis, juste assis, hein, et j'ai regardé ma situation en face pour la première fois, sans me mentir carrément. Et le CDI qui me protège de rien si mon employeur décide de demander de changer quelque chose, l'appart dont je suis propriétaire mais que je finis à rembourser dans une vingtaine, 25, dans 25 ans, la retraite que je prépare sans savoir si elle existera dans la forme qu'on me promet aujourd'hui, et le reste, ma vie, mes relations, mon énergie que je sacrifie pour maintenir cet équilibre-là qui tient en fait sur un fil. Et je me rendais compte qu'à ce moment-là, avec tout ce bordel-là, bah, j'avais zéro plan B. Et c'était peut-être la première fois que je l'admettais vraiment. Pas à voix haute hein, à quelqu'un, mais que je l'admettais à moi-même dans mes propres pensées. Et après, je vais te dire, hein, ce soir-là, j'ai pas eu non plus une révélation entrepreneuriale, hein, j'ai pas décidé de tout plaquer, de tout changer du jour au lendemain. J'ai juste pris une décision qui était très simple et très concrète. Je pouvais juste pas continuer en fait à dépendre d'une seule source, d'un seul employeur, d'un seul salaire, d'un seul système qui prenait en fait toutes les décisions à ma place. Pas parce que j'avais un plan, mais parce que rester là en fait à sans rien faire, c'était juste le seul vrai risque de continuer à voir ma situation se dégrader. Et puis bah, il y a eu le moment où j'ai arrêté de tenir. C'était pas un matin où je me suis levé et j'ai décidé que ça suffisait. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, c'est plutôt progressif, insidieux et t'as vraiment tout l'impression de gérer dans ta vie, et tu continues d'aller bosser, tu continues à sourire à bonne personne au bon moment, tu continues à faire semblant que tout va bien parce que sur le papier, tout va bien, et un jour, ton corps bah, va te présenter la facture de tout ce que t'as fait. Le burn-out. Et pour moi, c'était pas une grande scène dramatique, hein. C'était juste plus rien. Plus d'énergie pour faire semblant, plus de carburant pour tenir le rythme, un épuisement qui va vraiment chercher quelque chose vraiment au fond de toi que tu pensais inépuisable. Et tu réalises qu'en fait, bah, c'était pas vraiment inépuisable. Il était juste endetté de tous les efforts que tu avais fait depuis très longtemps. Et le truc, c'est que la dépression qui suit, elle t'oblige en fait à t'asseoir avec toi-même. T'as plus le choix, tu peux plus fuir dans le travail, tu peux plus te raconter que ça va aller si tu tiens encore un peu, t'es juste obligé de regarder ta situation en face, et vraiment en face. Et pour la première fois depuis des années, c'est là, dans cet endroit-là, que j'ai compris tout ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. C'est pas à travers un livre, pas à travers une vidéo YouTube, mais dans ma propre vie que j'étais en train de briser par rapport à tout ce que je donnais au travail. Et je te raconte pas ça pour que tu aies pitié de moi, bien au contraire. Hein. Je te raconte ça parce que je vois des gens autour de moi qui sont exactement là où j'étais avant le burn-out. Qui tiennent, qui gèrent, qui font semblant que ça va, mais qui ne voient pas qu'ils sont en train de prendre la pire trajectoire, la trajectoire sur laquelle j'étais et qui mène là où je suis tombé. Et je veux clairement pas que tu fasses le chemin jusqu'au fond pour comprendre ce que j'aurais pu comprendre avant. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre de tout perdre pour décider de construire autre chose. Alors, voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est pas ce que tu t'imagines peut-être. J'ai pas claqué la porte du jour au lendemain, j'ai pas pris un crédit pour investir dans ma passion, j'ai pas suivi les conseils de quelqu'un qui me promettait la lune et de devenir riche en 30 jours. Non, j'ai juste fait quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile en fait en même temps. Et j'ai accepté une vérité que j'avais refusée pendant des années. La vérité, c'est que dépendre d'une seule source de revenus, qu'elle soit un CDI, un patron, une entreprise, c'est le risque le plus élevé que tu puisses prendre aujourd'hui en 2026. Pas l'entrepreneuriat, pas se lancer dans quelque chose, une source, une seule, avec aucun filet derrière. Parce que le truc d'avoir une seule source unique, c'est que quelqu'un d'autre décide à ta place. Ton patron peut partir, ton entreprise peut se restructurer, ton secteur peut se retourner, et toi dans tout ça, t'as aucun levier. T'attends, tu subis et tu continues à courir sur le même tapis roulant en espérant que il change de vitesse tout seul, tu vois. Alors bah moi j'essaie de chercher un autre jeu, de sortir du cadre. Pas pour fuir le premier, mais pas non plus pour prendre non plus des risques à considérer. Mais juste pour construire quelque chose en parallèle, quelque chose qui m'appartienne, quelque chose dont les règles ne pouvaient pas changer sans que j'ai mon mot à dire. Et là je vais être cash avec toi, je vais être 100% net. C'est pas parce que c'est comme ça que ça fonctionne que ce chemin il est vraiment fait pour tout le monde. Moi je l'ai fait, je l'ai emprunté, ça m'a réussi aujourd'hui. Mais c'est pas fait clairement pour tout le monde. Ça demande du temps au départ, de l'énergie aussi, et ça demande d'apprendre plein de nouvelles choses. Ça demande aussi d'accepter une période où tu vas construire quelque chose sans résultat immédiat. Et en fait, ça demande surtout de décider que ton confort actuel ne vaut pas la liberté future que tu pourrais t'obtenir. Mais ce qui est sûr pour les gens qui font ce choix-là, et que j'en fais partie, quelque chose va carrément changer dans ta vie. Tu vas passer de « ah, je suis en train de subir ma vie » à « je choisis de passer à l'action ». Tu travailles toujours, mais une partie de ce que tu vas construire, sur laquelle tu vas travailler, elle va t'appartenir. Elle ne dépend pas d'un entretien annuel, elle ne dépend pas d'une décision prise au-dessus de ta tête dans une réunion à laquelle tu n'étais même pas invité.
elles dépendent de toi, de ce que tu fais, de ce que tu améliores, de ce que tu décides. Et en fait, cette sensation-là, même quand les résultats sont encore modestes, même quand ils sont encore petits, bah, elle change complètement ta relation au boulot principal. Parce que en réalité, tu as ton boulot principal et tu as un plan B pour la première fois. Et un plan B, ça change tout, surtout quand c'est toi qui contrôle les actions et donc qui peut contrôler les résultats. Et donc psychologiquement, tu n'es plus obligé de tout supporter parce que tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, bah, tu es en train de construire ce choix-là. Et je te dis pas que c'est facile. Je te dis pas non plus que c'est rapide. Je te dis juste que c'est possible que des gens comme toi, des salariés sans compétences digitales particulières, au départ sans réseau, sans certitude, construisent cette deuxième source en parallèle de leur job, sans tout plaquer, sans prendre de risques irresponsables. Moi, il y a un peu plus de 3 ans avant mon burn-out, j'étais exactement là où tu es. À regarder, à me demander si c'était pour moi, à hésiter entre l'inconfort de rester et la peur de bouger. Et ce qui a changé, c'est pas une révélation, c'est une décision. Alors certes, une décision qui a été prise après mon burn-out, après que j'ai eu ce déclic-là, mais c'est une décision. La décision que aujourd'hui, rester dans cette position-là va me coûter beaucoup plus cher que changement. Et si ce que je viens de te décrire te parle, si t'es quelque part entre je suis en train de regarder encore ou j'ai déjà essayé des trucs mais sans résultat, dis-le moi dans les commentaires. Juste un mot, je regarde ou j'ai essayé et je lis tout. Comme ça permet de savoir où tu en es actuellement. Et si tu veux voir concrètement quel chemin moi j'ai trouvé, comment ça marche, ce que ça demande vraiment, ce que ça peut rapporter de façon réaliste, abonne-toi et clique directement sur le premier lien dans la bio. Il y a une vidéo qui explique mon parcours en détail. C'est pas un pitch, c'est mon histoire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai raté et ce qui a finalement changé. Sans bullshit, sans promesses excessives. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Tino. Ciao.